Imaginez une salle illuminée par des lustres, des couverts en argent brillant sous les bougies, des rires étouffés, flottant dans l'air parfumé au vin rouge. À l'entrée, une femme au manteau usé hésite, tenant ses mains tremblantes comme si elle cachait un secret. Elle n'avait rien, sauf ses doigts capables de réveiller l'âme d'un piano oublié. « Puis-je jouer du piano pour un repas ?» demanda-t-elle, la voix fragile mais claire. Le silence dura une seconde avant d'exploser en éclats de rire. Les convives, héritiers, banquiers, héritières parfumées aux bijoux lourds, ne voyaient qu'une mendiante osant troubler leur festin. Pour eux, c'était ridicule, une femme pauvre croyant troquer ses notes contre un morceau de pain. Ils ignoraient pourtant que son nom, jadis, avait illuminé les affiches des plus grandes salles d'Europe. Elle avait joué à Vienne, enchanté Paris, fait pleurer Berlin. Mais le destin, cruel et imprévisible, l'avait dépouillée de tout, sa fortune, sa maison, jusqu'à son identité. Il ne restait plus qu'une silhouette effacée, mais une mémoire gravée dans l'ivoire des touches. Ce soir-là, entre le parfum du mépris et l'odeur du ragoût, elle allait raviver un feu qu'il n'aurait jamais imaginé. Sa musique n'allait pas seulement nourrir son corps affamé, mais réveiller des fantômes dans le cœur même de ceux qui riaient d'elle. Car dans chaque rire de mépris sommeille la possibilité d'une révolte. Et quand les premières notes s'élèveront, ces mêmes rires se briseront comme du verre, incapables de résister à la puissance d'une vérité. On peut tout perdre, sauf le génie. Et elle, malgré la poussière de la pauvreté, était encore une légende. Il y a des histoires qui ne commencent pas avec des royaumes, ni avec des fortunes, mais avec une question simple, presque enfantine, jetée comme un dernier souffle d'espoir. « Puis-je jouer du piano pour un repas ?» Cette phrase, prononcée par une femme épuisée, fit éclater de rire une salle pleine d'arrogance et de mépris. Mais ce que ses héritiers ne savaient pas, c'est que derrière ce manteau usé se cachait une légende vivante, une artiste dont le nom avait autrefois fait trembler les salles les plus prestigieuses d'Europe. Ce récit n'est pas une fable, ni une invention dorée, c'est une histoire de chute et de renaissance, de douleur et de triomphe. Une femme riche réduite à la misère, un monde qui l'oublie, et un moment précis où la musique devient sa revanche. Ce que vous allez découvrir, ce n'est pas seulement une revanche sociale, mais la puissance brute de l'art, capable de transformer l'humiliation en gloire. Dans les lignes qui suivent, chaque note jouée sera une déchirure dans le silence. Chaque regard moqueur deviendra une ombre effacée par la lumière de son génie. Vous serez transporté dans les contrastes les plus extrêmes, du luxe insolent des banquets au froid glacial des rues désertes, du rire cruel des puissants au tremblement sacré de ceux qui reconnaissent enfin une étoile. Avant de plonger dans ce voyage, abonnez-vous à cette chaîne pour ne rater aucune de ces histoires bouleversantes de retournement de destin. Laissez un j'aime si vous croyez vous aussi que le talent survit à tout, même à la pauvreté. Et surtout, commentez ci-dessous en nous disant de quelle ville et de quel pays vous nous regardez. Vos mots tissent une communauté mondiale de rêveurs et de survivants. Car ici, chaque histoire est une preuve. On peut rire d'un génie, mais jamais l'éteindre. La salle résonnait d'un luxe presque insolent. Les murs, couverts de tentures rouges, absorbaient la lumière des chandeliers, mais renvoyaient un éclat chaud, comme si chaque centimètre respirait la richesse. Des domestiques silencieux circulaient avec des plateaux d'argent, où reposaient des viandes fumantes et des vins rouges, comme des rubis liquides. Les invités riaient fort, leur conversation tissée de complots financiers et de promesses d'alliances mondaines. Au centre de ce théâtre de privilèges, Héloïse de Beaumont, héritière d'une dynastie bancaire, régnait comme une reine capricieuse. Elle portait une robe de soie ivoire, ornée de perles véritables, qui scintillaient comme des étoiles captives. Ses cheveux blonds, relevés avec une précision cruelle, encadraient un visage d'une beauté froide, celle qui écrase plus qu'elle ne séduit. Héloïse aimait humilier. Elle se nourrissait du pouvoir de ses mots, et ce soir-là, elle était particulièrement inspirée.
Ses convives attendaient d'elle la cruauté légère d'un spectacle improvisé, et elle n'allait pas les décevoir. Lorsque la porte s'ouvrit doucement, personne n'y prêta d'abord attention. Une silhouette mince, vêtue d'un manteau élimé, entra avec hésitation. Ses chaussures usées laissaient deviner la poussière des rues, et son visage était marqué par la fatigue. Mais ses yeux brûlèrent d'un éclat que personne ne sut définir immédiatement. Elle s'avança, chaque pas résonnant comme une intrusion dans un monde qui n'était pas le sien. « Puis-je jouer du piano pour un repas ?» demanda-t-elle, sa voix claire brisant l'air saturé de conversations frivoles. Pendant une seconde, le silence se fit. Puis il éclata. Un rire collectif, cruel, presque théâtral. Certains tapaient sur la table, d'autres levaient leurs coupes comme pour trinquer à l'absurdité de la scène. Héloïse fut la première à parler, son sourire étiré en un rictus de mépris. « Jouer du piano pour un repas ? Ma pauvre, ici on n'échange pas de la musique contre de la nourriture. Nous avons des orchestres pour cela. » Son ton tranchant provoqua un nouvel éclat de rire. L'étrangère ne baissa pourtant pas les yeux. Ses mains, crispées contre son manteau, tremblaient, mais pas de peur, de faim peut-être, ou d'une émotion plus profonde, plus contenue. Les invités la scrutaient comme on observe une bête curieuse. Certains murmuraient « Une mendiant qui croit pouvoir séduire avec des notes ?» D'autres ricanaient « Même nos domestiques jouent mieux !» Mais personne ne savait que cette femme avait autrefois joué devant des rois, que ses doigts avaient fait pleurer des foules entières, que son nom avait un jour suffi pour remplir les salles de Vienne et de Paris. Dans un coin, un piano à queue reposait, recouvert d'un voile de velours sombre, simple décoration pour un banquet qui n'avait pas besoin de musique vivante. L'étrangère tourna lentement la tête vers lui, et dans ce regard se dessinait déjà une promesse, celle d'un duel silencieux contre l'arrogance de la salle. Héloïse, amusée, claqua des doigts. « Très bien, mademoiselle, j'accorde ton souhait. Mais sache une chose, ici, personne ne joue sans mériter nos oreilles. Si tu échoues, tu sortiras sans rien. » Le défi était lancé, cruel, cinglant, un jeu d'humiliation savamment orchestré. La salle applaudit, non pour encourager, mais pour se divertir d'une humiliation à venir. L'étrangère marcha vers le piano, chaque pas alourdissant l'atmosphère. Elle tira le voile d'un geste ferme, révélant l'instrument comme on déterre un trésor oublié. Ses doigts caressèrent les touches, hésitant d'abord, puis confiants, comme si elle retrouvait un vieil ami. Un silence étrange s'installa, un silence qui n'était plus celui du mépris, mais de l'attente. Même les plus arrogants, malgré eux, sentirent une tension nouvelle, une gravité qui commençait à fissurer leur sourire. Héloïse croisa les bras, convaincue qu'elle allait assister à une farce pitoyable. Mais au fond d'elle, une inquiétude minuscule, presque imperceptible, commençait déjà à naître. Puis, les premières notes résonnèrent, et tout changea. Le piano vibra sous ses doigts, et chaque note semblait dissiper les éclats de rire comme du brouillard au matin. Les convives, d'abord moqueurs, s'arrêtèrent net. Les yeux d'Héloïse s'écarquillèrent légèrement. Elle n'avait jamais entendu de son aussi pur, aussi inhabituel dans ce contexte de luxe artificiel. Les mélodies s'entrelaçaient, fragiles et puissantes à la fois, comme si l'instrument lui-même respirait l'histoire de la joueuse. La salle devint un théâtre d'émotions contradictoires, émerveillement, confusion et une pointe de peur face à cette femme qui ne demandait rien, sauf un repas. Chaque note racontait sa vie, les applaudissements des grandes salles d'Europe, les amitiés brisées par la jalousie, la chute brutale dans la pauvreté. L'air semblait chargé de ses souvenirs, de ses échecs et de ses triomphes passés. Les invités, figés, ne savaient plus comment réagir. Certains détournaient les yeux, incapables de soutenir l'intensité de la musique. D'autres frissonnaient d'émotion, sans comprendre pourquoi un simple piano pouvait bouleverser leur perception du monde. Héloïse, qui jusque-là s'était moquée, sentit pour la première fois une inquiétude monter. Ce n'était plus une femme faible qui se tenait devant eux.
Chaque geste, chaque touche pressée révélait un courage indomptable. Elle était là, vulnérable, mais invincible. Et c'était humiliant pour ceux qui pensaient que richesse et pouvoir pouvaient tout acheter. Héloïse se surprit à se demander si la salle elle-même ne serait pas bientôt dominée par cette mélodie. La mendiante jouait avec une précision et une émotion qui semblaient impossibles. Chaque accord, chaque silence était une leçon d'humilité pour les riches, une leçon que l'argent et la position sociale ne pouvaient jamais enseigner. Un murmure traversa la salle. Qui est-elle vraiment? Personne ne connaissait sa véritable identité. Tous l'avaient réduite à une figure pitoyable, une simple curiosité de banquet, mais ils ignoraient que sous ce manteau usé se cachait Prospero, légende et virtuose. Le contraste entre sa fragilité apparente et la force de son talent créait une tension presque palpable. Les aristocrates, habitués à dominer chaque situation, à dicter le cours des événements, se trouvaient désarmés. L'humiliation initiale prévue pour la mendiante s'était transformée en leur propre humiliation. Ils réalisaient à contre-cœur qu'ils n'étaient pas maîtres de tout. Et chaque note renforçait ce constat douloureux. Le regard d'Héloïse ne quittait plus le piano. Ses lèvres fines s'étaient pincées et ses doigts trituraient nerveusement sa serviette. Elle se sentit trahie par ses émotions, car elle commençait à admirer la force et la résilience de la joueuse. Chaque sourire ou rire moqueur qu'elle avait échangé avant la performance s'évanouissait, remplacé par un mélange de respect et d'inquiétude. Les domestiques, d'abord muets et effacés, échangèrent des regards incrédules. Même eux, habitués aux caprices et extravagances de la noblesse, sentaient que l'équilibre des pouvoirs venait de basculer. L'air chargé de luxe et d'orgueil semblait se fissurer sous la puissance simple d'une femme et de son piano. Prospero n'avait pas seulement apporté la musique. Elle avait apporté un témoignage de maîtrise et d'âme, une preuve que la pauvreté n'annule pas le génie. Les notes se succédaient, de plus en plus audacieuses, traversant la salle comme des vagues de lumière et de feu. Les convives se regardaient entre eux, confus, certains détournant le regard pour cacher leurs yeux brillants d'émotion. La mendiante ne jouait pas pour séduire ou flatter. Elle jouait pour exister, pour montrer que sa valeur ne se mesurait pas en argent ou en rang social. Et cette vérité éclatait avec une force qui coupait le souffle. À un moment, la mélodie s'adoucit, presque comme un souffle de vent après l'orage. L'attention de tous se concentra sur un accord final, tenu plus longtemps que nécessaire, laissant résonner dans la salle un silence solennel. Les convives, bouche bée, comprirent que le festin n'était plus au centre. La musique avait pris toute la place. Leurs rires avaient disparu, remplacés par une admiration mêlée d'incrédulité. Prospero, la mendiante, avait conquis le moment. Alors que le dernier accord s'éteignait doucement, un souffle parcourut la salle. Le choc était total. Personne n'avait anticipé ce renversement de situation. Ceux qui s'étaient moqués, ceux qui avaient cru pouvoir humilier la virtuose, se trouvaient désormais dans la position de spectateurs, incapables de nier le génie devant eux. Héloïse, les joues légèrement roses de frustration et de fascination, comprit qu'une nouvelle ère commençait et qu'elle venait de la rencontrer au travers de ce manteau usé et de ses doigts magiques. Après la performance, le silence dans la salle pesait comme un manteau d'hiver. Les convives, figés, réalisèrent qu'ils avaient sous-estimé la mendiante. Héloïse, qui s'était attendue à un ridicule moment de divertissement, sentait maintenant la tension l'étreindre. Ses yeux bleus, autrefois glaciales, cherchaient à comprendre la force qui émanait de cette femme sans richesse, sans titre, mais avec un pouvoir que l'argent n'avait jamais pu offrir. Prospero, le regard calme, rangea ses mains avec délicatesse. Chaque mouvement respirait la confiance et l'expérience. Elle n'avait pas seulement joué, elle avait raconté une histoire de résilience et de maîtrise. Les invités, muets, comprenaient que le festin qu'ils croyaient contrôler venait de se transformer en théâtre de leçons silencieuses. Même les plus cyniques d'entre eux n'osaient plus rire. Héloïse fit un pas en avant, ses talons claquant sur le parquet poli. « Qui êtes-vous vraiment »
demanda-t-elle, sa voix trahissant un mélange de curiosité et d'agacement. Prospero ne répondit pas immédiatement. Elle savait que le mystère était un atout. Le silence devint une arme plus puissante que toutes les paroles de l'héritière. Chaque regard jeté à Héloïse semblait peser lourd de secrets. Les convives chuchotaient entre eux. « C'est impossible. Elle ne peut pas être qui nous pensons. » Les murmures se transformèrent en spéculations audacieuses, mais Prospero restait immobile, digne, comme une reine déchue qui n'avait jamais cessé de régner. Son manteau usé et ses chaussures simples étaient désormais des symboles de défiance et non de misère. Alors qu'Héloïse rassemblait ses pensées, un serveur maladroit renversa une carafe de vin rouge sur la nappe blanche. Dans d'autres circonstances, cela aurait été un simple incident, mais la tension électrisante transforma cet accident en symbole. La salle entière retenait son souffle, attendant la réaction de Prospero. Et elle répondit par un sourire imperceptible, presque moqueur, avant de tourner à nouveau son attention vers le piano. La nuit avançait et le banquet continuait, mais les rires avaient disparu. Prospero joua de nouveau, cette fois improvisant une mélodie qui capturait la curiosité, l'arrogance et l'envie. Les riches se surprirent à se pencher, captivés malgré eux. Ils n'avaient jamais vu une telle maîtrise transformant un simple instrument en un levier de pouvoir émotionnel. Héloïse sentit une brûlure inconnue au creux de son estomac. Chaque note jouée par Prospero l'humiliait silencieusement, mais elle savait que c'était aussi une leçon qu'elle devait apprendre. Leur monde, si différent, venait de se heurter avec une intensité qui la laissait désemparée. Elle comprit que la véritable puissance ne se mesurait pas à la richesse, mais à l'audace et au talent. Un murmure parcourut la salle. Certains invités réalisaient que Prospero avait changé la dynamique en un instant. La mendiante n'était plus une étrangère pitoyable, mais la figure centrale, l'épicentre de toute attention. L'arrogance, jadis confortablement installée dans le luxe, vacillait face à cette révélation inattendue. Alors que la soirée touchait à sa fin, Héloïse fit un pas vers Prospero, un mélange d'admiration et de défi dans le regard. « Vous avez un talent incroyable. Mais croyez-vous vraiment que cela suffit pour survivre dans ce monde ?» Prospero, sans se départir de son calme, répondit par un simple sourire. C'était un sourire qui promettait que la lutte venait à peine de commencer. La nuit se termina, mais la confrontation n'était pas achevée. Dans les jours qui suivirent, chaque mouvement, chaque décision d'Héloïse et de Prospero allait être guidée par cette première rencontre, où richesse et pauvreté, arrogance et talent furent mis face à face. Et dans ce ballet de pouvoir et de survie, Prospero avait déjà gagné le premier round. Les jours suivants, Héloïse ne pouvait effacer l'image de Prospero de son esprit. Chaque décision, chaque sourire cruel échangé avec ses invités était désormais teinté de cette mélodie qui avait retourné la salle. Elle comprit que sous-estimer la mendiante était une erreur qu'elle ne pourrait jamais répéter. Chaque pensée la ramenait à ce piano. Chaque souvenir de la performance était comme une gifle silencieuse à son orgueil. Prospero, de son côté, n'avait pas perdu de temps. Dans les rues étroites et glaciales où elle logeait, elle organisait ses affaires et planifiait ses prochains mouvements. Elle savait qu'Héloïse ne se contenterait pas de l'humiliation subie. La riche héritière était intelligente, impitoyable et habituée à obtenir ce qu'elle voulait. Prospero devait se préparer à chaque piège, à chaque tentative de manipulation. Un soir, alors que la neige tombait doucement sur la ville, Prospero fut invité à jouer lors d'une réception moins fastueuse, un événement destiné à des mécènes et collectionneurs d'art. Elle accepta, consciente que c'était une occasion parfaite pour étendre son influence et établir sa légitimité. Chaque note jouée serait une démonstration de sa puissance silencieuse et un avertissement. Le génie ne se vend pas à prix fixe. Héloïse, intriguée et agacée, suivait les préparatifs à distance. Elle ne pouvait admettre que cette femme sans fortune pouvait attirer l'attention de la haute société sans utiliser ni richesse ni connexion.
Pour elle, c'était une menace. Prospero ne dépendait pas du système, mais le déjouait simplement par sa maîtrise. Chaque victoire musicale renforçait sa position, tandis qu'Héloïse voyait son autorité vaciller. La réception débuta et Prospero entra avec sa grâce habituelle. Cette fois, pas de manteau usé pour cacher sa stature. Elle portait une robe simple mais élégante, reflétant sa dignité retrouvée. Les regards se tournèrent immédiatement vers elle. Les convives, initialement sceptiques, ressentirent une tension étrange, une curiosité mêlée d'intrigue. Prospero n'avait pas besoin de paroles, sa présence parlait pour elle. Lorsque ses doigts touchèrent le piano, un silence presque religieux s'abattit sur la salle. Chaque note était choisie avec précision, modulant émotions et suspense. Les mécènes, habitués à l'ostentation et aux démonstrations de pouvoir, étaient captivés. Ils ne voyaient plus la pauvreté, seulement le génie. Et derrière chaque accord résonnait un message silencieux. Le vrai pouvoir ne se mesure pas en richesse, mais en talent et en audace. Héloïse, observant à distance, sentit une tension étrange dans sa poitrine. Elle réalisa que le jeu venait de changer. Les sourires moqueurs ne suffisaient plus, il fallait manœuvrer avec stratégie. Elle commença à envoyer des invitations à ses amis influents, cherchant à discréditer Prospero. Mais chaque tentative échouait. L'intelligence et la maîtrise de Prospero étaient trop raffinées pour être touchées par des manœuvres superficielles. La mendiante, tout en jouant, analysait chaque réaction, chaque frisson dans la salle. Elle savait qu'Héloïse avait déjà commencé à préparer ses ripostes, mais elle avait confiance en son art. Chaque note était une affirmation, un bouclier et une flèche à la fois. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit que la pauvreté n'était plus un handicap, elle était un atout, un masque derrière lequel son véritable pouvoir se déployait. La réception se termina dans un mélange de stupéfaction et d'admiration. Les mécènes, certains surpris, d'autres émerveillés, commencèrent à murmurer des invitations pour des concerts privés. Prospero avait transformé la reconnaissance en un capital invisible, plus précieux que tout or ou bijou. Chaque nouveau succès consolidait sa légende, tandis qu'Héloïse se retrouvait dans une position inconfortable, incapable de contrôler la situation par ses moyens habituels. Dans l'ombre, Héloïse réfléchissait à ses prochaines actions. Elle savait qu'elle ne pouvait ignorer Prospero, mais elle n'était pas prête à céder. Le jeu des masques commençait. Stratégie, séduction, intimidation. Chaque mouvement serait calculé, chaque interaction pesée. Et au centre de ce duel silencieux, Prospero continuait d'avancer, impassible et souveraine, démontrant que le vrai pouvoir, parfois, réside dans la patience et l'art de retourner chaque situation à son avantage. Quelques semaines après la réception, Héloïse décida qu'il était temps de confronter directement Prospero. Elle organisa un dîner privé, un événement soigneusement calculé pour intimider et tester la mendiante devenue légende. Tout était orchestré. Les chandeliers, les couverts, les invités triés sur le volet, tout reflétait le pouvoir et la richesse qu'Héloïse maîtrisait depuis toujours. Elle croyait qu'avec le cadre parfait, elle pourrait écraser la confiance de Prospero. Lorsque Prospero entra, vêtu d'une robe simple mais élégante, tous les regards se tournèrent vers elle. Son calme naturel contrastait avec le faste de la salle et l'agitation des invités. Héloïse sourit, pensant déjà à la riposte qu'elle allait préparer, mais elle sentit un frisson de crainte qu'elle ne comprit pas immédiatement. Prospero n'était plus seulement talentueuse, elle était devenue une force silencieuse, imprévisible et captivante. Le dîner débuta avec des conversations soigneusement choisies par Héloïse, essayant de tester la capacité de Prospero à gérer l'arrogance et la provocation. Les questions sur ses origines, sa pauvreté passée et ses prétendues limites furent posées avec une politesse glaciale, mais avec l'intention de la déstabiliser. Prospero, cependant, répondit avec un sourire tranquille, chaque mot calculé, chaque silence pesé, retournant chaque attaque en preuve de son contrôle.
À un moment, Héloïse tenta un piège plus direct. Elle évoqua un ancien concert où Prospero avait été critiqué par la critique pour un léger faux pas. Les invités se penchèrent, attendant le désarroi de la virtuose. Mais Prospero inclina légèrement la tête, un sourire subtil sur les lèvres. Elle transforma la critique en une anecdote drôle, captivant l'audience et mettant Héloïse dans une position inconfortable. Le public riait avec elle, non contre elle. Héloïse sentit sa frustration monter. Chaque stratégie qu'elle avait conçue, chaque mouvement prévu pour dominer, était systématiquement neutralisé par la finesse et l'intelligence de Prospero. Cette dernière semblait jouer un jeu invisible, où chaque geste devenait une leçon pour l'héritière arrogante. Elle comprit que la richesse ne suffisait pas toujours à imposer sa volonté. Alors que le dîner progressait, Prospero joua quelques notes sur un piano de salon que l'on avait discrètement installé. La mélodie, subtile et hypnotique, captura l'attention de tous. Les convives oublièrent presque Héloïse, fascinés par la puissance silencieuse de Prospero. Les notes semblaient raconter des histoires que les mots ne pouvaient exprimer. Résilience, courage et suprématie intellectuelle. Héloïse tenta de reprendre le contrôle en changeant le sujet, en dirigeant les conversations vers des affaires et des alliances. Mais chaque tentative se heurtait à une réplique subtile, une anecdote ou une observation de Prospero qui captait l'attention et neutralisait son autorité. Les invités, captivés, commençaient à comprendre que la légende n'était pas une simple façade. Dans un moment de tension maximale, Héloïse se leva, décidée à reprendre la partie par un acte de pure audace. « Vous pensez vraiment que le talent suffit à tout changer ?» lança-t-elle. Prospero répondit avec une phrase simple, mais lourde de sens. « Le talent ne demande rien, il exige seulement qu'on le reconnaisse. » Cette réplique frappa tous les invités, et même Héloïse dut admettre intérieurement qu'elle venait de perdre un combat invisible. À la fin du dîner, Héloïse comprit que la mendiante n'était plus une simple rivale. Prospero avait construit une aura qui défiait toutes les attentes sociales. Chaque mouvement, chaque parole, chaque note jouée devenait une leçon sur la vraie maîtrise de soi et du pouvoir. Les riches commençaient à percevoir qu'ils avaient sous-estimé non seulement son talent, mais aussi son intelligence et son charisme. La confrontation laissait une impression durable. Héloïse savait qu'elle devrait repenser ses stratégies, qu'elle ne pourrait plus simplement imposer son autorité par richesse ou intimidation. Prospero, elle, continuait à avancer, patiente et impassible, prête à transformer chaque attaque en opportunité, chaque doute en victoire silencieuse. Le duel de volonté venait de franchir un nouveau cap, et personne ne pouvait prédire qui sortirait vainqueur de cette danse de pouvoir et d'intelligence. Lorsque le calme revint après le gala, Prospero se tenait seul devant son piano, contemplant la salle vide où chaque mur avait été témoin de sa victoire silencieuse. Elle n'avait rien demandé, et pourtant elle avait renversé les conventions, défié l'arrogance et transformé la moquerie en respect. La mendiante, autrefois ignorée et méprisée, était devenue une légende vivante, rappelant à tous que le vrai pouvoir réside dans la maîtrise, le courage et l'authenticité. Héloïse, elle, était revenue chez elle, confrontée à une réalité qu'elle ne pouvait contrôler. Sa richesse, son statut et son arrogance ne suffisaient plus. Chaque sourire, chaque geste de Prospero avait ébranlé son empire invisible. Pour la première fois, elle comprit que le monde pouvait appartenir à ceux qui osent, à ceux qui transforment chaque humiliation en force et chaque défi en opportunité. Une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Prospero quitta la ville peu après, laissant derrière elle un sillage d'admiration, de murmures et de respect. Son nom, désormais gravé dans les mémoires, symbolisait la renaissance et la puissance de l'âme. Et même lorsque les riches se réunissaient dans leurs salons et galas, un frisson passait. Prospero est parmi nous, toujours prêt à transformer chaque doute en triomphe. La légende perdure, intemporelle, rappelant que l'art, le talent et la résilience peuvent surpasser toutes les fortunes.